Que quoi? Écoutez. Bombardements massifs, soldats déployés au sol, réfugiés, ont fait le point sur l'opération militaire d'Israël en cours au Liban. Depuis lundi 2 mars, l'État hébreu bombarde le Liban en riposte à des tirs du mouvement pro-iranien Hezbollah sur son territoire. Hier, Israël a annoncé mener de nouvelles frappes dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Selon l'Agence nationale d'information, ces bombardements n'ont pas été précédés d'avis d'évacuation et ont fait d'importants dégâts dans les bâtiments. Pour la première fois depuis le début de son offensive, l'armée israélienne a aussi lancé ce mardi 3 mars une incursion terrestre dans une zone frontalière du sud. Face à l'intensité des frappes, des dizaines de milliers d'habitants ont été contraints de quitter leur lieu de résidence. Lundi, le porte-parole de l'agence de l'ONU pour les réfugiés a précisé que plus de 31 000 personnes étaient accueillies et enregistrées dans des centres d'hébergement collectifs et que beaucoup d'autres ont dormi dans leur voiture ou au bord des routes. D'après les autorités, les frappes israéliennes au Liban ont fait 52 morts au total, un bilan pour le... Et après? C'est mauvais pour les Africains. Hein. Oui, c'est l'Afrique ici, non? C'est l'Afrique ici. Ici. Les amis, écoutez très bien ceci. 4 jours, la question agitait les éditorialistes américains de tous bords. La stratégie du président Trump en Iran n'est pas claire. C'est une opération très ambitieuse, c'est imprévisible. Et que nous dit l'administration Trump? Faites-nous confiance? Hier soir, en conférence de presse, pour la première fois depuis le lancement de la guerre, Donald Trump a tenté de préciser les choses et de recentrer son discours quant aux raisons de ces frappes. Le régime iranien avait déjà des missiles capables de frapper l'Europe ainsi que nos bases dans la région. Et ils auraient bientôt eu des missiles balistiques capables d'atteindre notre belle Amérique. Nous avons voulu stopper cela. L'argumentaire n'est donc plus celui des premiers jours, quand le président américain esquissait surtout l'objectif d'un changement de régime à Téhéran. Aux membres des gardiens de la révolution islamique et des forces armées iraniennes, je dis: déposez les armes. Et au peuple iranien, lorsque nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. Il sera à vous. Depuis samedi, sa communication est restée floue sur la durée de cette guerre et le degré d'engagement des forces américaines. Le président s'exprime indirectement par téléphone dans des entretiens à plus d'une dizaine de journalistes différents qui rapportent ensuite ses propos, parfois contradictoires. Nous avons toujours pensé que ce serait l'affaire de 4 ou 5 semaines. Nous n'avons même pas encore commencé à les frapper fort. La grande vague n'a pas encore eu lieu, elle va arriver bientôt. Je n'ai pas le trac à l'idée de déployer des forces au sol. Des soldats américains sur le sol iranien, l'idée inquiète au plus haut point l'essentiel de la classe politique américaine. Alors hier, le secrétaire d'État Marco Rubio a réuni les chefs de file républicains et démocrates au Congrès pour vanter les mérites d'une opération selon lui préventive. Nous savions qu'Israël allait passer à l'action, nous savions que cela précipiterait une attaque de l'Iran contre les forces américaines et nous savions que si nous ne les attaquions pas de manière préventive, nous subirions des pertes plus importantes et peut-être même des morts. Et vous seriez alors ici en train de me demander pourquoi nous savions tout cela et nous n'avons pas agi. Le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, lui-même vétéran de la catastrophique campagne d'Irak en 2003, essaie de son côté de rassurer l'opinion publique, alors que près de 60% des Américains désapprouvent ces frappes, selon de premiers sondages. Ce n'est pas l'Irak. Ce ne sera pas une guerre sans fin. J'étais là-bas, ma génération sait tout cela mieux que personne, et le président le sait aussi. La population américaine accuse déjà le coup des pertes subies en 4 jours de bombardement. Nous venons d'apprendre une très triste nouvelle. 6 soldats américains sont déjà morts dans ces opérations. Et sur les chaînes de télévision tournent aussi ces images des 3 avions de combat américains abattus par erreur au-dessus du Koweït et dont les pilotes ont dû s'éjecter. Pire,
Ce week-end, un attentat possiblement lié au conflit a fait 2 morts dans un bar du Texas. Le tireur portait un pull sur lequel était marqué « Propriété d'Allah » et les enquêteurs ont trouvé chez lui un drapeau iranien et des photos du guide suprême. Alors la colère monte au sein de la base conservatrice qui avait réélu Donald Trump sur sa promesse de se désengager des aventures à l'étranger. C'est la guerre d'Israël. Ça n'est pas une guerre des États-Unis. Cette guerre n'est pas menée pour défendre notre sécurité nationale ou pour rendre notre pays plus prospère. Et quand vous mentez à votre propre peuple, vous ne commettez pas seulement le crime moral de mentir, mais vous vous mettez vous-même en difficulté. Un autre indicateur cher au président américain pourrait-il influer sur la durée de cette guerre? Ce soir à New York, Wall Street ouvre en nette baisse, perdant plus de 2%. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les amis, c'était un discours très intéressant. Je me suis dit qu'il fallait partager cela avec vous. Écoutons. Désormais de rompre les relations commerciales avec l'Espagne après le refus cette fois de Madrid de laisser Washington utiliser 2 bases militaires américaines situées en Andalousie. Le récit de Pascal Beaumont. Plus que jamais, la guerre en Iran est l'occasion pour Donald Trump de distribuer les bons et les mauvais points à ses alliés européens. Gare à ceux qui refusent de se plier aux impératifs militaires américains, comme l'Espagne. Certains pays européens, comme l'Espagne, ont été terribles. En fait, j'ai dit au secrétaire au Trésor de rompre toute relation avec l'Espagne. L'Espagne a déclaré que nous ne pouvions pas utiliser ces bases, ce qui n'est pas grave. Nous pourrions utiliser leurs bases si nous le voulions. Nous pourrions simplement y atterrir et l'utiliser. Personne ne nous empêcherait de le faire, mais nous n'en avons pas besoin. Les États-Unis comptaient utiliser la base militaire de Morón, l'une de leurs plus grandes bases aériennes en Europe. Ils comptaient également sur leur base navale de Rota. Pedro Sánchez tient tête à Donald Trump et reçoit le soutien des Européens. Nous condamnons le régime iranien qui réprime et tue sauvagement ses citoyens, en particulier les femmes. Mais dans le même temps, nous rejetons ce conflit et appelons à une solution diplomatique et politique. Le Premier ministre britannique se montre lui beaucoup moins cohérent. Lundi matin, il tient un discours anti-guerre. Ce gouvernement ne croit pas à un changement de régime par les airs. Les leçons de l'histoire nous ont appris qu'il est important, lorsque nous prenons des décisions comme celle-ci, d'établir une base légale pour les actions du Royaume-Uni. C'est l'une des leçons tirées de l'Irak. Les États-Unis espéraient utiliser leur base aérienne de Diego Garcia située en territoire britannique, ce que le Royaume-Uni a refusé. Je ne suis pas content du Royaume-Uni non plus. Il nous a fallu 3-4 jours pour décider où nous pouvions atterrir. Ça aurait été plus pratique d'atterrir là-bas, plutôt que de voler plusieurs heures de plus. Nous sommes très surpris. Nous n'avons pas affaire à Winston Churchill. Après les bombardements sur la base militaire britannique de Akrotiri à Chypre, Keir Starmer adopte une attitude nettement plus belliciste et envoie sur la zone notamment des hélicoptères anti-drones et un navire lance-missiles. Pour Donald Trump, parmi les bons élèves européens figure l'Allemagne. Hier, reçu à la Maison-Blanche, le chancelier Friedrich Merz a réitéré son soutien aux États-Unis et à Israël. Figure également parmi ses bons élèves le Portugal qui a autorisé ses avions américains à décoller depuis les îles des Açores. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ciao.